Bonsoir tout le monde et bienvenue à cet entretien, ce dernier entretien de la série des classes des originaux avec les femmes qui font bouger les choses. Et puis au cours de la prochaine heure, vous allez rencontrer et puis probablement tomber en amour avec une femme qui a non seulement fait bouger ce qui existait déjà, mais qui a construit, qui a créé, qui a bâti quelque chose. On vous la présente bientôt. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle fait partie de ce mouvement des originaux dont vous venez de voir la définition dans la vidéo, des diplômés de l'Université du Québec à Montréal, qui ont un parcours unique, qui ont un parcours parfois atypique, des gens qui ont fait avancer leur profession, qui ont une influence par leur personnalité, par leur parcours unique aussi. C'est une initiative, ce mouvement-là, de Philippe Meunier, qui lui aussi est diplômé de l'Université du Québec à Montréal en design graphique. Il est chef aussi de la création et fondateur de Sidley, l'agence, et de la Factory, et il co-préside la campagne de financement de l'UQAM. Et puis ces entretiens-là qu'on a, qui sont des entretiens où on parle à quelqu'un, mais vous pouvez aussi poser des questions. Ça fait partie de la grande campagne majeure de financement 100 millions d'idées pour que les idées originales puissent continuer de prendre vie à l'UQAM. Voilà pour la présentation officielle. La série des femmes qui font bouger les choses accueille ce soir Louise Richer. Il va y avoir une autre série sur les sciences. D'ailleurs, après ça, je vous en parle à la fin. Bonjour, Louise Richer. Bonjour, Sophie André. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir ici. Donc, directrice générale, fondatrice de l'École nationale de l'humour. Elle a quel âge, l'école? 33 ans. 33 ans, cette École nationale de l'humour-là. On va effectivement parler de la construction, de la création Bien, de je tout l'espère bien. Mais on va reculer un petit peu plus loin. Oui. Je vais avec vous faire le même genre d'entrevue que j'ai fait avec les deux autres femmes Oui. qu'on a interviewées là-dedans, donc Pénélope McQuaid et puis Joëlle Parent, une entrevue que j'appelle AOC, là, c'est appellation d'origine contrôlée, mais pas du tout. C'est l'audace, l'originalité et la constance. C'est à peu près les trois morceaux de trépied qu'on va utiliser. Puis on va commencer par l'audace. Puis là, je vous dis tout de suite, c'est vrai à vous qui êtes à l'écoute, commencez tout de suite à envoyer vos questions parce qu'au fil de l'entretien, si vous avez des questions, bien, on va les intégrer puis on va les poser à Louise Richer. Bon, on va reculer un petit peu. Avant la bachelière en psychologie de l'Université du Québec à Montréal, il y a eu une jeune fille, et si j'ai compris, on a eu des cours d'entretien, si j'ai compris, vous étiez une jeune fille sage, pas rebelle, puis peut-être même avec une certaine admiration pour les rebelles. Est-ce que vous êtes capable de nous décrire la petite fille qui regardait les rebelles comme ça? Puis, je parle de ça, là, c'était mon état fondamental au primaire. Oui. Alors, la petite fille qui voulait bien faire, qui ne voulait pas faire d'erreur, qui était très stimulée par son père, qui n'avait pas étudié, en fait. Mon père est né en 1913, et qui valorisait beaucoup l'éducation, valorisait d'ailleurs beaucoup les sciences, et qui m'a investie. Parce que j'étais assez bonne à l'école et qui, d'une certaine façon, je ne sais pas, puis plus tard dans la vie, rétrospectivement, on dit peut-être que j'ai voulu rendre honneur à mon père et j'ai continué à nourrir, en fait, avoir cet appétit-là pour apprendre. Probablement que l'impulsion, je crois que je peux saluer mon père là-dessus. Oui. Sauf qu'éventuellement, dans la vie aussi, on se demande pourquoi on fait les choses. On ne peut pas les faire éternellement pour son père. Non, il y a un moment donné où papa est bien, mais bon, il faut passer à autre chose. Alors, donc, je voulais, être bonne, avoir des bonnes notes. Et effectivement, j'avais une admiration sans borne pour les filles qui avaient une espèce de dégagement par rapport à l'autorité. Et quand on était en vacances l'été, là, quand Rachel m'appelait, là, c'était un honneur pour moi qu'on daigne me porter de l'attention, un peu plus dégourdie que moi, plus... Et éventuellement, par exemple, dès le secondaire, là, j'ai fait mon cours classique là, d'éléments latins aversifs. Là, le côté rebelle ou peut-être une certaine assurance a pu me permettre de me dégager de cette... C'est pas de la soumission, là, mais effectivement d'un certain... C'est peut-être une gêne au départ. Oui, tout à fait. Peut-être l'âge où on se construit. Vous avez pris le temps de construire quelque chose de solide avant de sauter, de prendre peut-être appui là-dessus pour sauter dans quelque chose de plus inconnu. Plus inconnu à l'époque, c'est la psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Oui. C'était tout neuf. Non, l'université avait déjà quelques années, mais... très peu d'années, oui. Effectivement. Et donc, moi, d'ailleurs, influence du papa, je suis rentrée au cégep en sciences pures. Je voulais m'en aller en mathématiques.
Puis à un moment donné, j'ai bien compris que c'était pas ma voie. Là. Ça prenait pas une grande écoute ou une grande introspection pour s'apercevoir que c'était pas la bonne route. Mais mon intérêt pour l'humain, alors vite, j'ai bifurqué et je suis rentrée en psychologie à l'UQAM pour mon plus grand bonheur. Ça a été des années incroyables. Puis effectivement, l'université de l'UQAM était jeune, mais l'effervescence, puis cette nouveauté-là, ça ne faisait pas en sorte que les professeurs, et c'était des professeurs aguerris, évidemment, mais qui avaient... où les ornières n'étaient pas établies. On était, en tout cas, à inventer tout le monde ensemble, évidemment. D'abord le corps professoral, mais l'esprit même qui animait l'ensemble des parties prenantes à l'UQAM. Puis je me permets tout de suite la parenthèse. Puis parallèlement aussi, la vie, appelons ça parascolaire. J'ai beaucoup fréquenté une discothèque à l'époque qui était dans le demi-sous-sol du Sainte-Marie, qui est, bon, derrière le Jésus, qui s'appelait l'UDUQ. L'UDUCU. D'accord. C'est l'Université du Québec, oui. L'UDUQ. Et il y avait une fonde de gens qui fréquentaient l'UQAM à l'époque. On avait les Pierre Huet, Michel Rivard, Alain Saunier, qui a même... Puis mon patron. Ben oui, c'est ça, à l'information à Radio-Canada. Et Beau Dommage a fait ses premiers spectacles-là. Il y avait une effervescence qui était à la fois à l'intérieur, puis en tout cas dans le périphérique, avec une effervescence d'un Québec aussi qui s'affirmait culturellement et, bon, à plein de niveaux. Alors, ça a contribué, l'ensemble, j'ai l'impression, de la vibration créative. Pour moi, ça a été, en tout cas, c'était une période, une espèce d'immersion. Puis je suis rentrée très jeune à l'université, qui était très... C'est un élément, c'est une assise pour moi. Ça a constitué... on est presque jaloux. On est presque jaloux à vous écouter en imaginant l'Université du Québec à l'époque, puis quand c'est pas dans des cours qui sont extraordinaires parce qu'on sort des ornières, on se retrouve à l'UDQ à faire le party avec Beau Dommage, on peut être un peu jaloux. Bien, si vous voulez, en tout cas, moi, c'était une période. Puis même, c'est ça, je disais, entre mon bac et ma maîtrise, parce que j'ai entrepris la maîtrise, j'ai arrêté un an et j'ai travaillé à l'UDQ. Mais donc, très, très impliquée au niveau culturel. Alors là encore, c'est une faune artistique que je n'avais pas côtoyée antérieurement, qui ne faisait pas partie de ma vie ou de l'environnement familial. Et il y a vraisemblablement une autre injection que j'ai reçue à ce moment-là. Oui, parce que les arts de la scène, parce que vous êtes comédienne aussi. Oui, mais éventuellement, oui, c'est ça. Ça s'est révélé plus tard. Oui, c'est ça. Vers la fin de la vingtaine, où effectivement, une pulsion refoulée, que j'ai laissé le geyser, je l'ai laissé. Le geyser a jailli. Oui, puis je ne pouvais plus l'arrêter, je ne pouvais plus effectivement le contrôler. Et puis j'étais très engagée par rapport à la psychologie. J'ai même enseigné au Centre d'études universitaires de l'Ouest québécois. Bon. Et à un moment donné, je ne pouvais plus résister. Et puis j'ai coécrit une pièce, et puis pour valider des choses. Puis je suis partie étudier le jeu, le l'acting à New York, parce que j'étais trop vieille pour les écoles de théâtre. Alors c'était, là, comme dit, je suis une défroquée. Et donc, je me suis engagée, mais avec tu sais, excusez l'expression, mais je craignais, j'avais peur, j'avais la chienne en mauvais français. Mais l'impulsion était tellement forte que j'ai suivi ce courant-là. Bien, c'est bien parce que là, on est dans le A, dans l'audace, puis vous dites, j'avais peur, j'avais la chienne, mais j'y allais pareil. Puis ça c'est... Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de comprendre qu'on a peur, mais de faire le saut quand même, puis d'y aller quand même? Est-ce que vous faites violence à chaque fois? Parce que là, on parle du passé, mais j'ai l'impression que vous fonctionnez encore comme ça maintenant, que vous vous mettez toujours en péril. J'allais dire presque malheureusement, mais non. Oui, c'est ça. Mais je crois en la déstabilisation. Et puis, à un moment donné, on peut voir, puis tu sais, je trouve aussi que la confiance en soi, c'est la quête d'une vie également. Mais puis, éventuellement, on a une connexion, on a une écoute à l'intérieur qui fait en sorte que l'élément moteur ou la puissance de l'impulsion est tellement forte que, et éventuellement, puis toute résistance devient inutile. Non, effectivement. Et puis, à un moment donné, on dresse le doute ou on en fait un ami ou la remise en question pour que ce soit constructif. Et puis, on accepte, c'est presque une résignation de dire oui, je peux être proactive, je peux
éventuellement faire quelque chose qui s'avérera audacieux, mais c'est pas antinomique, le doute et la proactivité. Puis je pense qu'à un moment donné, ce que je recherche fondamentalement, c'est une quête de consonance, de cohérence intérieure. Et puis je pense que c'est ça qui m'aura guidée, qui me guidera, j'ose croire, encore aujourd'hui. Mais c'est le sentiment, moi, la dissonance entre les valeurs, entre ce que je peux faire ou ce que je peux. Mais l'élément, la quête fondamentale, c'est une quête de cohérence. C'est quoi la place de l'échec puis de l'erreur là-dedans? Parce que se lancer comme ça, respecter ce qui est cohérent pour soi, ça peut des fois nous mener dans des cul-de-sac. Ça peut nous mener à l'échec. Est-ce qu'il y en a eu? Ah, il y en a eu. Oui. Puis, mais je pense que j'ai eu vite le sentiment qu'on perd rarement son temps. Et de comprendre que la vie n'est pas une ligne droite, puis que les méandres, les courbes, des fois, peuvent être abruptes ou peuvent être, tu sais, c'est comment on dit ça en conduite automobile, là, négocier un virage. Là. Oui. Il y a des virages fichtrement difficiles à négocier, mais avoir le sentiment fondamental qu'on est en apprentissage et en évolution. Ça aussi, c'est comme une espèce de contrat que j'ai pris avec moi-même, de dire... puis l'évolution passe par la déstabilisation. Et les pas qu'on fait, tu sais, l'espèce d'image, c'est essayer d'avoir un pied qui est relativement sur une surface solide, mais vivement d'avoir l'autre pied qui, lui, va chercher son assise, puis va chercher sa sécurité, mais ça se construit. Le pas suivant, le ciment va finir par prendre éventuellement pour pouvoir... Puis après ça, c'est l'autre qui doit... Fait que dans ma tête, c'est la volonté d'apprendre et puis c'est la façon de... Si on veut être stimulant, il faut être stimulé d'abord et avant tout pour éventuellement penser qu'on va être contagieux. Qu'on va être contagieux, puis chercher la stimulation toujours aussi avec les gens, que ce soit aller chercher des gens qui sont solides, qui sont forts dans la complémentarité de ce qu'on est. Pour moi aussi, que ce soit à l'école de l'humour, dans n'importe quelle situation, c'est un défi aussi d'avoir des gens forts et de ne pas se voir menacer. Au contraire, je vais encore absorber, puis je vais encore évoluer. Puis à tellement de niveaux, personnel, professionnel, et cette soif-là... On sent tellement encore la fébrilité, la quête, la curiosité. Puis même les choses qu'on commence à comprendre, que ce soit développer l'école de l'humour, c'est la première école de formation professionnelle en humour au monde, c'était de l'expérimentation. Puis dès qu'on a compris certaines choses, mais c'est jamais fini en termes d'amélioration continue. Puis de toute façon, un lieu de formation, puis l'UQAM, je pense, demeure pertinente en autant qu'elle évolue, parce que si on se sclérose, on ne vaut plus rien. On est caduc. On va parler justement de l'École nationale de l'humour, parce que j'imagine que si on parlait à la petite fille du primaire qui voulait être première de classe en lui disant tu vas devenir la marraine de l'humour au Québec. Là, ça s'en vient avec la grand-mère, pas mal. J'osais dire, je voulais dire peut-être même la mère de la grand-mère, non, mais la mère de l'humour au Québec. Est-ce que l'humour était déjà une voie possible ou quelque chose d'important? C'est drôle parce que quand j'ai étudié le juge, que je pensais comme comédienne, c'était ça mon souhait, puis mon désir, je me voyais dans le dramatique. Puis c'est assez particulier que quand je suis revenue de New York, le Club Soda, qui était à l'époque sur l'avenue du Parc, ouvrait. Et c'était en novembre 82. Et en 83, moi, je connaissais bien Claude Meunier, Serge Thériault. Bon, tu sais, ça faisait partie de mon environnement. Ils sont devenus ding et dong pour les Ils sont revenus. Oui. Alors, j'étais même de la première soirée comme humoriste. Le 21 février 1983, j'étais de la première soirée des Lundis des Arts. Mais comme humoriste? Comme humoriste. Et j'ai travaillé avec Joanne Arsenault, qui est aussi une autre défroquée de la psycho de l'UQAM. Qui est scénariste aujourd'hui, qui écrit Faits divers, puis avec Isabelle Doré. Elles avaient écrit un numéro. Oui, c'est ça. Elles avaient élaboré, puis on avait travaillé ensemble un personnage, que je pense que la première punk à peu près, personnage. On est en 83, là, quand même. Là. Donc là, vous étiez sur scène en punk. Oui.
Puis j'étais une chanteuse, puis mon groupe s'appelait Switch et son ensemble. Quoi qu'il en soit, puis c'était assez provoquant. Je faisais faire des chansons à répondre qui racontent un viol. C'était assez, effectivement. Là encore, il y avait un petit peu d'audace. Je me remémore certains. Mais le premier soir, en tout cas, ça avait super bien été, mais tout ça pour... faut que je te fasse court. Je me suis impliquée dès la semaine suivante à la direction artistique avec Serge Claude qui était débordé. Alors, c'est là aussi que ça a été un élément extrêmement important. Puis avec Louis Saya, ultérieurement, aussi d'autres saisons des Lundis DA. Après ça, j'étais à la tête des Lundis juste pour rire. Alors là, je baignais avec... surtout au Lundi juste pour rire, avec des gens qui n'étaient pas connus, tu sais, des Lise Dion, des Martin Petit, des Michel Courtemanche. Alors, c'est là que j'ai côtoyé ces gens-là, puis si l'humoriste, c'est un auteur-interprète là, qui avait à maîtriser deux ordres de compétences, on peut dire, à savoir l'écriture et le jeu. Et nous, on les recevait en audition, un petit commentaire à la va-vite, puis après ça, il y avait un besoin très, très palpable d'offrir des ressources à ces créateurs-là en humour, ce qui n'existait pas. Alors c'est là que vous avez senti l'appel. Tout à fait. On a besoin donc d'encadrement ou d'offrir un encadrement à ces gens-là. Parce que les humoristes, il y en avait déjà. On était déjà il y en avait, mais on était en mutation ou ouais. en transformation parce que le profil même de l'humoriste, en tout cas, je ne sais pas si vous voulez aller... tu sais, d'où les gens arrivaient, les gens venaient antérieurement plus du théâtre. Puis, en tout cas, il n'y avait pas la même quantité de créateurs en humour. Mais là, avec la LNI, est un élément extrêmement important dynamiquement dans l'effervescence qu'on connaît aujourd'hui parce que les gens arrivaient de l'impro. Les Courtemanches de ce monde, les Martin Petit, ça a donc défini un nouveau profil du créateur en humour complètement. Donc, voilà, en tout cas, c'est ça ceci nous amène à cela. C'est là, pour les gens qui sont à l'écoute, que vous remarquez que Louise Richer, quand elle parle d'humour, c'est très sérieux. Il y a un regard qui est presque académique dans l'évolution de l'humour. Je dis presque académique, ça l'est, parce que avec tout ça, vous avez dit, il y a moyen de faire une école nationale de l'humour. C'est pas une idée qui a fait l'unanimité au départ. Il paraît qu'il y a eu un peu de vent contraire, que l'idée... Regardez-moi les cheveux aujourd'hui, les vents décoiffants. Ah oui, c'est ça. C'est fou, mais ça, je ne m'attendais pas à ce point-là. Non. Mais c'est ça. Alors, mais l'école a été, en fait, fondée sous l'égide de Juste pour rire, puis on a été sous l'égide de Juste pour rire pendant 5 ans. Donc, ça fait 28 ans aujourd'hui que l'école est autonome, et je tiens à le souligner. Effectivement, puis le contexte de départ est un beau contexte d'expérimentation parce que les étudiants étaient rémunérés. Il y avait un programme spécial qui a fait en sorte que, je dis toujours, quand on explore puis on y va par essai et erreur, quand nos cobayes sont rémunérés, on dort mieux. Alors, mais après 4 ans, j'ai été en mesure d'élaborer un cursus et de le déposer au ministère de l'Éducation. Donc, dès 1992, le programme, ça, c'est un jalon important, a été reconnu par le ministère de l'Éducation. Mais malgré ça, c'était incroyable comment j'ai eu à défendre les gens. C'est une aberration. C'est une incongruité. Comment l'humour peut-il faire l'objet d'une formation? D'abord, c'est pas un art. C'est facile. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Ça ne s'apprend pas. Puis j'ai entrepris dès la première minute une démarche de valorisation, évidemment, de la formation et du milieu. Alors, j'ai eu à le défendre sur tellement de plateformes et je ne m'attendais pas à devoir être une guerrière et à... des fois, je dis, je vais écrire un livre, puis il va s'appeler « J'ai rencontré le mépris ». C'est incroyable comment on a pu... le regard qu'on a pu porter... comme si c'était d'une prétention inouïe de penser que l'humour pouvait faire l'objet, en tout cas d'être un art, faire l'objet d'une formation. Alors, j'en porte encore quelques cicatrices. Il faut que j'arrête de parler de ça 33 ans plus tard, mais j'avoue que... non, parce qu'il faut que ça serve aussi aux gens de comprendre que des fois, les idées originales et audacieuses... on ne leur ouvre pas grandes les portes toujours. Puis dans votre cas, par exemple, avec l'École nationale de l'humour, les portes de garage ne se sont pas ouvertes. Il a fallu que vous sortiez les gants de boxe pour pouvoir prouver. Oui, c'est mon image ailleurs. Même souvent, Radio-Canada m'interpellait pour des entrevues. Puis là, je me disais, je stationnais, puis j'étais anxieuse. J'étais vraiment... Puis là, mon image, c'est de prendre sur la banquette arrière les gants de boxe. Je dis, j'y vais, là, puis tu rencontres des gens que tu admets, qui sont articulés. Puis effectivement... mais c'est... À la fois,
c'est fou de voir aussi la mobilisation à l'intérieur, puis de rencontrer l'adversité à l'extérieur. C'est comme si j'ai trouvé ma cause aussi, parce que je suis une personne très passionnée. Puis je me sens privilégiée d'une certaine façon, puis soit l'adversité, puis on apprend à se défendre, ça nous oblige aussi à articuler encore mieux et d'avoir un niveau de vigilance par rapport à ce qu'on offre, puis d'avoir un niveau d'excellence. Parce qu'il va toujours falloir justifier, parce que vous étiez constamment obligé de faire face à des préjugés par rapport Absolument. à la valeur de l'humour, donc, et à la place de l'humour. Est-ce qu'il y a une question ici qui vient de Jean-Sébastien Massarelli, qui vous demande si vous êtes influencé par le boom américain et british des années 80, comme lui parle de Saturday Night Live, Robin Williams, Eddie Murphy ou Rowan Monty Atkins. Python. Monty Python, The Meaning of Life. Et, Mais oui, absolument, c'est sûr. Et ça transparaît dans ce qu'on peut... En tout cas, j'appelle ça les vents qui soufflent à l'école. Mais j'ai déjà le goût de vous dire, c'est particulier parce qu'à un moment donné, je suis une passionnée d'humour, mais c'est particulier. Je pense que je suis fondamentalement... Je suis émue en disant ça, c'est fou. Je pense que, finalement, je suis fondamentalement une éducatrice. Oui, la transmission. La transmission, puis la nature même de la transmission, de la relation à l'autre. Et pour moi, là, ma job, puis au départ, voyons, c'est fou, à chaque fois, c'est parce que c'est profond. C'est de dessiner un espace sécurisé d'évolution. Oh. C'est ça, ma job. Mais c'est fou, c'est comme c'est actuel. Absolument. Oui, oui. Puis aujourd'hui, on ne retient même pas pour le programme humoriste, on retient moins de 10 des candidats. C'est fou, là, c'est très contingenté. Puis à la fois, on veut les inviter à explorer. Puis au fil des ans, les objectifs se sont multipliés. On veut aussi les aider à affiner leur regard sur le monde. Il y a des cours de sciences politiques, des cours de français. Alors, il y a des figures imposées, il y a du style libre. Mais pour moi, j'ai compris aussi, peut-être que ça revient à la notion d'éducation, c'est garnir la banque de matières premières qu'on va éventuellement façonner pour en faire des blagues. Mais je vois l'humoriste comme un chroniqueur de son temps. Bon. Mais on les invite à explorer, mais il faut leur donner un espace où ils ont le droit à l'erreur. Nous, on ne parle pas du droit à l'erreur, on parle du devoir à l'erreur. Parce que si tu ne te trompes pas, oui. C'est parce que tu ne risques pas. Et pour moi, puis la formation est tellement exigeante. Là. Puis j'ai encore un regard admiratif, puis je me dis, mon Dieu, qu'on leur en demande. Mais ça, peut-être la décrire aux gens, parce qu'on se dit, l'École nationale de l'humour, c'est le fun d'un bout à l'autre, c'est drôle d'un bout à l'autre. Les gens, il n'y en a pas beaucoup qui rentrent, on sait que c'est contingenté, mais... Pas en tout. D'accord. Non, mais c'est dans l'exigence, puis c'est de la création. Puis j'avais pas compris ça au début, mais c'est une démarche hautement introspective. Ta matière première, c'est toi-même. Ah oui. Puis et tu te caractérises à tellement de nouveaux, tu établis jour après jour une posture par rapport à des enjeux sociétaux, par rapport à où me situais-je? Où me situe-je, si vous préférez? Dans quel étagère, oui. Oui. Et c'est très souffrant. Et effectivement, d'avoir à circonscrire le pourtour bien, fondamentalement, c'est de quoi je veux parler. Qu'est-ce qui m'importe, qu'est-ce qui m'intéresse, puis comment. C'est un contenu et une forme. Mais c'est fou comment, en tout cas, les difficultés à plein de niveaux sont omniprésentes dans cette démarche-là introspective. Et je dis, puis pour moi, c'est venu vite, je reviens peut-être à l'éducatrice, qu'on accompagne un créateur, un citoyen et un humain. Hey, on a tout un diplôme après ça? Oui, mais l'humain est très interpellé dans ses profondeurs, d'une certaine façon, dans cette démarche-là artistique. Alors, puis c'est important. Puis je pense qu'aujourd'hui aussi, puis on le voit à la mouvance dans toute la société, que ce soit dans les entreprises, dans l'éducation de nos enfants, on parle beaucoup d'humanisation aujourd'hui. Il y a comme un retour à l'essence, à la relation humaine. Mais pour moi, la qualité relationnelle avec nos étudiants, on s'en vient pas gaver des gens, on s'en vient. Ils sont maîtres éventuellement de leur évolution, de leur contenu. Puis moi, je veux que les vents qui soufflent à l'école soient nombreux, soient décoiffants, et puis soient même divergents.
pour moi, c'est très important qu'ils soient en contact avec des gens qui n'ont pas les mêmes positionnements. Mais ça, c'est pas contradictoire. Vous venez de dire, je vais leur faire un espace sécuritaire. Oui. Et puis maintenant, Oui. quand on parle des safe spaces, c'est un peu des endroits où les gens qui ne veulent pas être contrariés ne sauront pas Bien, on les heurtés. nourrit, on les chatouille de... Je devrais pas dire... chatouiller, c'est pas... Ça aussi, il faudrait que je revoie mon lexique de stimulation. Mais... il faut... Puis c'est eux, les maîtres d'œuvre, qui vont choisir qu'est-ce qui convient. Là. Tu sais, on fournit une masse, puis ils sont actifs là-dedans. Ils ne sont pas juste à recevoir, puis on n'est pas là, on ne gave pas des oies. On les expose. Et finalement, puis c'est toi qui vas faire... Bien, c'est toi, je ne vous tutoie pas, là, Sophie André. Non. Mais c'est l'étudiant qui va cristalliser les éléments du casse-tête qui vont constituer son persona humoristique. Parce que c'est ça, un humoriste, puis j'ai appris ça parce que, bon, je le dis aux gens, moi, j'anime une émission de science à la radio, à Radio-Canada. On a fait 1 heure sur la science du rire en se disant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant 1 heure? Et puis là, on vous a appelé, un de nos journalistes, puis là, le raz de marée de références et d'importance, parce que tout ça, ce que vous dites là, c'est que ça vient du fait que l'humour, c'est un sujet de recherche, c'est un sujet de recherche transdisciplinaire. Oui. Il y a quelqu'un qui demande si votre formation, Anouk Mayotte, par exemple, votre formation en psychologie, par exemple, est-ce que ça vous a aidé pour ça? C'est sûr. Parce que l'humour, finalement, c'est très sérieux puis c'est très riche. C'est très sérieux. Puis d'ailleurs, je salue votre émission ben, de façon générale, puis de façon spécifique. Sur l'humour. C'est ça, d'avoir parlé d'humour. Parce que c'est assez fascinant parce que le Québec est la Mecque de l'humour, tu sais, à peu près dans le monde, l'Europe, les regards. C'est vrai, Non, mais en tout cas, dans la francophonie, puis je pourrais vous raconter, en tout cas, des belles choses qui sont des indicateurs très positifs de ce qu'on a enfanté, les profs, tout le monde ensemble, les praticiens. Mais l'humour est à travers le monde, je ne sais, il y a le nombre de départements en Humor Studies qui existent, puis il y a des associations qui... Et c'est particulier comment les universités commencent à peine à s'ouvrir à, justement, ce sujet-là, qui est un sujet sérieux, puis c'est transdisciplinaire, comme vous le dites. Puis revenons aussi, puis ça a été traité par des philosophes, par M. Freud lui-même, ou comme mécanisme fondamental d'adaptation, d'équilibre humain, de résilience, de socialisation. Et ça a un rôle, ça a une fonction fondamentale dans nos vies pour faire ce petit parcours, ce petit tour de piste sur la Terre avant qu'on crève. Et assurément, puis... Là, encore, il faut que je m'arrête. Mais non, mais c'est important de... Pour ça, je reviens aussi à la notion de valorisation, de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai mis sur pied l'Observatoire de l'humour, parce que j'en avais ras-le-bol qu'il y ait des débats sur la place publique. L'humour, c'est juste la vulgarité, la langue qu'on parle au Québec, la détérioration, c'est à cause des humoristes un peu plus que la sécheresse en Afrique, c'est de notre faute. Je veux dire, il y a un moment donné, puis c'est un débat stérile qui surgissait aux 6 mois. Et là, ça m'irritait au plus haut point. J'étais fru, là. Je dis non, il faut aller chercher... Pas que nous, on en parle, mais peut-être aussi que des chercheurs, aller chercher un éclairage scientifique à travers les sciences humaines et autres, et même psychologiques, puis même les bienfaits physiologiques. Il faut avoir ce regard-là, puis il faut le soutenir, puis il faut alimenter. Et c'est d'où, donc, la création de l'Observatoire. Et en tout cas... Oui, je vous laisse, j'avais... Bien là, c'est parce que là, ça me fait penser... il y a une question qui vient de rentrer, qui revient aussi à ça, avec l'humour qui porte tout, finalement. Et ce que vous avez dit plus tôt, Louise Richer, qui nous disait que l'École nationale de l'humour forme des humoristes, mais des citoyens aussi. Et puis, il y a Jonathan Cloutier qui demande, est-ce que les étudiants qui sortent de l'École de l'humour sont des meilleurs citoyens? Puis, je vais vous poser une question retorse en penture avec ça, en disant des meilleurs citoyens. Et en ce moment, il y a une crise qui se vit aussi dans le monde de l'humour, avec un mouvement de dénonciation qui montre qu'il y a peut-être des citoyens qui vivent des crises un peu partout, même chez les humoristes. Oui, c'est ça, j'allais vous dire. Comme ça. Chez les humoristes, mais ailleurs aussi. C'est ça, puis en entreprise, dans tous les milieux. Puis bon, c'est ça. Cette nuance-là est quand même importante. D'accord. Est-ce qu'ils sont meilleurs citoyens?
Bien, j'ose croire qu'on Quand ils qu'on sortent les en allume Ouais. sur beaucoup de choses. Puis il y a une chose que je veux quand même souligner dans la dynamique actuelle, puis dans l'offre humoristique actuelle, qui a servi à multiplier les prises de parole ou les contenus, c'est avec la segmentation des marchés puis la multiplication des plateformes. Ça a permis qu'aujourd'hui, on n'a plus l'espèce d'image de l'humoriste one fits all. Qu'il va conquérir tous les publics, il va conquérir, puis là, tu vas avoir 6-7 vedettes qui vont vendre 600 000 tickets pendant leur tournée. Alors, aujourd'hui, il y a tellement de canaux différents, puis les gens peuvent trouver leur public. Ça nourrit une diversification des voix et faire en sorte qu'on puisse, sur le continuum du plus léger au plus engagé, ces voix-là, on les entend, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors, puis je pense qu'aujourd'hui, ça peut encourager certaines positions puis certains contenus qu'on n'a pas nécessairement eu parce qu'il y avait des voix qui couvraient l'ensemble des voix puis qui ne trouvaient pas leur chemin vers le public. Ça veut dire, c'était le personnage de l'humoriste qui a son nom sur une marquise qui prenait toute la place, qui était finalement la personnalité ou le personnage. Mais qui plaisait à peu près toutes les générations. Alors, les autres qui auraient peut-être eu quelque chose à dire se taisaient parce qu'il n'y avait pas de place. Et maintenant, ils peuvent ou abandonnaient, ou oui. Effectivement, c'était pas ça. Mais... Donc, maintenant, il y a une place pour ces gens-là qui peut-être... Absolument, puis on les entend aujourd'hui. Puis il y a eu une place qui a été faite, puis j'étais encore dans ma petite démarche, mon petit pion de valorisation qui évolue. Aujourd'hui, on a des chroniqueurs à la radio de Radio-Canada. Je pense notamment à Phil Audry, la rue Saint-Jacques. Oui. Il y a eu une diversification du profil. Et puis, on le voit aussi dans les personnes qui postulent là, qui déposent leur candidature, qui proviennent de tellement de milieux. On a maintenant aussi beaucoup d'étudiants étrangers. Alors, puis encore là, ça crée j'allais dire faune, en tout cas une communauté avec des gens tellement différents. Et au niveau de l'émulation, puis la richesse vient toujours de la diversité. Alors, ça me rassure aussi sur, en tout cas, c'est un indicateur, puis de voir dire, oui, il y a des styles d'humour différents qu'on peut alimenter puis présenter. Et aujourd'hui, bien, il y a une écoute, puis on a dépassé l'espèce de cliché de la personne qui ne sait pas parler, puis qui ne connaît rien, puis qui n'est pas informée, ou qui... Et bien, puis c'est ça que en tout cas, ça, c'est sûr que... Pour ça, on peut dire merci à l'École nationale de l'humour pour avoir contribué à ce foisonnement-là, à cette richesse, à cette diversification-là, cette valorisation-là, très importante. Bien, je le prends. Bien, j'espère que je le prends. Il faut, verra. Il faut le prendre. Mais moi, je reviens, puis il y a un principe que quand je suis allée en 2019 en France, parce qu'eux n'ont pas de lieu de formation, et ils voient aujourd'hui les producteurs français, puis les humoristes français, puis ils voient à quel point un lieu de formation, l'impact que ça a sur un écosystème. Fait que, tu sais, je suis rendue à une espèce d'argument tellement simpliste de dire que seraient les arts visuels sans lieu de formation? Que serait le théâtre? Que serait le cinéma sans école de formation? Pourquoi ces principes-là n'étaient pas suffisants, mais l'humour ne méritait pas un lieu de formation parce que ça vaut rien. Alors, mais je pense que la démonstration fondamentale, c'est de dire, je pense, une bonne école alimente sa discipline puis peut faire évoluer. C'est un vecteur d'évolution de sa discipline. Puis je dis ça sans prétention, mais puis l'école est belle parce que tout le monde est tellement impliqué, parce que nos profs, à 90 % sont des praticiens. Fait que la pratique passe la porte. Alors, ça, c'est merveilleux. Puis ça, c'est un méchant défi d'avoir des profs. Parce qu'ils disent, moi, je suis un praticien. Puis il y avait peu de documentation sur l'art de l'humour. Alors, il y avait une masse de connaissances, mais qui n'était pas organisée. Oui, mais il y a l'expérience et la connaissance. Exactement. On peut faire quelque chose sans vraiment savoir pourquoi. Puis ce que j'ai compris, en tout cas, quand on a fait l'émission sur la science de l'humour, c'est que, oh là là, l'humour, c'est décortiqué, puis il y a des processus, puis il y a des procédés, puis il y a des... Oui, c'est ça. Oh! C'est amusant, ça, oui, c'est ça. Donc, mais les gens qui pratiquent l'humour ne savent peut-être pas ce qu'ils font. Puis je pense que de plus en plus, le public comprend les exigences que comportent les métiers de la création. Mais on en a parlé. On a eu un documentaire sur Louis-José Hood qui prépare son gala de la disque. Tu sais, on a vu comment...
je regarde Martin et Matt, là, qui repart encore, c'est les beaux malaises 2.0. Et puis, on a compris, je pense qu'on a tous évolué ensemble, le public aussi. On a évolué, puis on a pu comprendre que ça se faisait pas sur une narquine au coin de la table. Tu sais, qu'effectivement, il y avait des efforts et des efforts, puis ceux qui réussissent, ils bûchent comme des malades, là, puis ils apportent un soin. Puis de plus en plus, je pense qu'on... Puis l'originalité, je peux pas m'empêcher de parler de Gad Elmaleh quand il y a eu le scandale en France. Oui. Et ça fait plus de vagues de plagiat. De C'est plagiat, ça, oui. exactement. Ça fait plus de vagues ici. Aujourd'hui, là, je pense, avec l'évolution qu'on a tous connue ensemble, public et artistes, un Louis-José Hood, on apprendrait que la moitié de son matériel est copié. Il est mort. Oui. Non, mais je parlais à une journaliste française, mais je pense qu'aujourd'hui, le respect, en tout cas... Bien, il y a le fait que c'est plus petit aussi ici. Là, j'y reviens, puis je sais, parce que, bon, on a vraiment... bifurqué, hein? Bifurqué très rapidement. Puis il y a des gens qui posent la question aussi sur, le fait d'être meilleur citoyen, puis deux, est-ce que c'est un milieu, est-ce que vous avez été particulièrement ou peiné ou frappé par la vague de dénonciation qui s'est passée? Totalement. Parce que ça s'est passé... Oui, ça s'est passé ailleurs qu'en humour, bien sûr, mais l'humour, cet été, en tout cas, a reçu beaucoup des projecteurs. À partir, là, il y a un moment charnière, c'est sûr, le 19 octobre 2017, si je ne me trompe pas. Mon Dieu, vous vous souvenez de la date? Oui, parce que c'est sûr, puis à chaque fois, je suis interpellée pour commenter l'actualité humoristique. Et puis ça, c'est une réflexion, puis c'est comme... Puis là, avec la pandémie, puis tout ce qu'on a à faire, migrer vers le virtuel, mais de jamais perdre de vue que les enjeux sociétaux, il faut qu'ils passent la porte. Et dès ce moment-là, on a eu des intervenantes du CALAC qui sont venues. On a fait des discussions avec le groupe. Puis, je suis là que j'essaie de me souvenir de ce qui s'est passé. C'était Gilbert Rozon. Gilbert Rozon, oui. C'est ça. D'accord, merci. Puis Éric Salvaille et tout ça. Oui, après ça, il y a eu... Puis moi, je considère, je pense que je suis une personne sensible, que j'ai les antennes déployées, mais ça a été presque un choc pour moi de voir l'émotivité qui régnait ce jour même. Puis je me vois encore revenir à l'école après des entrevues à 16h30. Puis là, c'était fou l'air ambiant, comment il était chargé, puis de comprendre à quel point, tu sais, je suis féministe et tout ça, mais que les filles, tu sais, les étudiantes, à quel point elles étaient troublées, puis à quel point, effectivement, les expériences de mineurs à majeurs, je veux dire, d'agression ou de... on ne pouvait pas continuer notre chemin comme si de rien n'était. Puis ça a beaucoup affecté le questionnement aussi. Qu'est-ce qui était l'acceptabilité, les jokes, puis on est très vigilants, sexistes ou racistes, mais l'émotivité était en fleur de peau aussi. Ça, dynamiquement parlant, c'était quelque chose dont on devait s'occuper. Puis que la prise de parole se fasse, puis que les échanges, puis pas dans une idée, puis essayer de générer une affiliation, une alliance, que les gars, les filles soient des alliés, puis comment on peut évoluer ensemble, tu sais. Les étudiants... Puis c'est ça, c'est un sujet de discussion, puis cet été, on était, c'est ça aussi, l'été dernier, puis bon, il y a eu 2 vagues là, de listes anonymes et tout. Mais donc, il a fallu... vous l'avez intégré, vu, pas accepté, mais dans le sens de... Ça fait partie... J'allais dire embrasser, c'est pas le bon mot, là, justement. Je veux dire, englobé. On l'a englobé. Puis moi, un enjeu que je trouve sensible, je me questionne beaucoup, parce qu'on a des cours de sciences politiques. Julie Dufort, qui fait beaucoup de commentaires, d'ailleurs, à la radio et tout, et à l'intérieur de son cours. Et de générer la conversation puis l'écoute mutuelle. Puis je trouve que ce qui est difficile, puis je ne sais pas comment on peut dénouer ça, c'est qu'on évolue ensemble, puis par moment, on a l'impression qu'on peut, au lieu que les gens s'écoutent et qu'on fasse un bout de chemin ensemble, c'est la polarisation. Ça peut être un effet. Et ça me rend malade. Tu te dis comment on peut intervenir, susciter le dialogue, sensibiliser, sans créer, surtout ce qu'on ne veut pas, c'est de la polarisation. Je pense que une partie de la réponse est dans ce que vous avez dit quand vous avez réagi, par exemple, à cette première crise de dénonciation, c'est de rappeler, puis ça, c'est le côté mère un peu, peut-être maternel que vous avez à l'École nationale de l'humour, c'est que les étudiants et étudiantes que vous aviez à ce moment-là devaient devenir des amis et des alliés. Donc, c'était pas de braquer l'un contre l'autre et de polariser. Au contraire,
Puis pas jouer au bon pour au méchant, pas jouer parce que, tu sais, on a le défi que nos gars, puis continuer, tu sais... Avec des gars. Des gars puis qui évoluent puis qui ne se sentent pas menacés, mais ça, c'est quelque chose qui est entrepris là, depuis une mouvance qui est... Mais on peut parler peut-être aussi des hommes et des femmes, des gars et des filles à l'École nationale de l'humour, parce que c'est vrai que, un peu comme si on dit, imaginez-vous un scientifique, beaucoup de gens vont voir un vieux monsieur avec des cheveux blancs et un sarrau. Imaginez-vous un humoriste. Qu'est-ce que vous avez en tête? Très souvent, ça va être un homme maintenant. Il y a des gens qui demandent, est-ce que Jonathan Cloutier, par exemple, est-ce qu'il y a de la place pour les femmes? Est-ce qu'il y a assez de place pour les femmes en humour? Je pense qu'on évolue. Ça va pas aussi vite que je le souhaiterais. Mais si boulot, c'est drôle parce qu'on regarde l'évolution des carrières. Il y en a, on voit... je pense à Charles Beauchesne avec son podcast. Il était persévérant, mais on a des carrières où ça s'affirme avec fulgurance. T'sais. Puis beaucoup de filles, notamment, j'ai trouvé, là, Catherine Levac, notamment. Les Grandes Crues, Ève Côté. Voyons, j'ai un blanc. Mon Dieu. Je ne peux pas vous aider, ça va venir. Oh, je m'en veux, je suis gênée. Oh là là, c'est pas... Senior moment. C'est pratique. Alors, c'est malheureusement de plus en plus vrai, là, tu sais, je veux dire. Mais je trouve... Virginie Fortin, tu sais, Mariana Mazza, il y a quand même... Rosalie Vaillancourt, tu sais, c'est... Puis encore là, je trouve qu'on est moins... On parle du profil de l'humoriste, mais on parle du profil du public. C'est moins cloisonné. Tel type de public plus éduqué va préférer un tel, puis tel autre public va préférer les gens vulgaires. Non, mais ça, c'est un autre phénomène que je trouve extraordinaire, puis c'est une mouvance. La démocratisation des arts dits plus élitistes, puis une valorisation des arts populaires. Puis ça a un écho dans le décloisonnement des publics aussi. Mais ça touche directement à l'humour, parce que l'humour faisait partie des arts plus populaires d'une certaine Absolument. façon. Et un certain autre humour faisait partie des arts élitistes. Donc, il y avait déjà tous les ingrédients. Mais oui, peut-être. Il y en avait moins du côté de l'élite. Yvon Deschamps, mais je vais vous dire une chose. J'ai fait des démarches et des démarches. Puis, pour que l'humour soit reconnu au Conseil des arts et des lettres du Québec. Oui. Et ça a été fait au mois de mai dernier. Hey, c'est pas fini, les gars. Non, mais c'est flyé. Puis vous dire des rencontres que j'ai eues avec des PDG du Calque, puis que tu fais état de Yvon Deschamps, puis... Non, c'est pas hier, évidemment, mais même à ça, c'est encore pire. Je veux dire, vous seriez tellement surprise à quel point, avant que, tu sais, c'est que... En tout cas, c'est très particulier, puis ça vient d'arriver, la reconnaissance, puis nos jeunes créateurs ont droit à du soutien. Alors, en tout cas, pour moi, c'est un indicateur... Il y a une question, on revient aux femmes aussi, une question qui revient là-dessus. Non, mais c'est bien avec Nadine Ménard qui parle des femmes dans le milieu de l'humour, parce qu'il y a 33 ans, quand vous êtes arrivée, puis il y avait pas mal plus d'humoristes d'hommes dans ce milieu-là. Puis c'est vous qui étiez la directrice, alors elle demande comment est-ce que vous étiez perçue, parce que la patronne est une femme et vous aviez probablement beaucoup plus d'hommes autour de vous. Est-ce qu'il y a eu je ne sais pas si le fait que j'avais une petite feuille de route lundi DA, je cherche encore le nom. Je suis tellement maudit. Il y a quelqu'un qui peut me répondre, voyons, avec Ève Côté. J'ai honte. Marilyn Jonca. Marilyn Jonca. Merci, Marilyn. Marilyn. Oh, ça apparaît, c'est magique. Je capote. Bon, merci. J'ai fait un appel au public. Là, oui, voilà, c'est comme tous pour un. C'était le moment tous pour un, mesdames et messieurs. Mais... Moi, je ne l'ai pas vu comme ça, ou peut-être que comme, je le disais tantôt, je suis une éducatrice. Puis je ne sais pas. Ouais. Puis j'ai eu mon one-man show, mais je n'étais pas... j'étais plus là, tu sais. Puis la relation qu'on a, parce que Dieu sait que des petits coqs qu'on a reçus, là, tu sais, les gens ont des égaux, c'est assez... en humour, il y a des égaux. Mais on ne parle pas d'autorité, on est tellement là pour les soutenir, puis les accompagner, puis... amener l'éclosion aussi de leur singularité, qu'on n'est pas en opposition, puis on est en conversation continue avec nos élèves. On les rencontre à tous les mois, comment ça va, puis ça s'appelle les réunions, comment ça va, et on les écoute parler de leur école. Fait que je dis, on a construit, on continue,
on continue à faire évoluer cette école-là en écoutant tout le monde. Et la diversité? Parce que et la diversité, oui, ça, c'est un autre gros point. C'est Sophie-Anne Morancy qui demande la question. Tellement. Et ça, je me souviens, je pense, toujours à Adib Al-Khalidé, puis qui était fabuleux, oui. puis qui était beaucoup interpellé à la fin de sa formation pour, justement, comme un représentant de la diversité. Puis ça a été une grosse question, des longues discussions qu'on a pu avoir, puis dire, pauvre Yaoub, là, on a besoin de modèles. Que ce soit n'importe quel groupe ou sous-groupe de la société, on a besoin de modèles, puis en quelque part, c'est fou, mais tu n'as pas à l'assumer, à réfléchir, mais c'est presque faire œuvre utile, tu sais. Fait que, alors, puis là, effectivement, surtout des gens d'origine, j'allais dire maghrébine, c'était effectivement, il y a beaucoup, je pense à Nas Assouna. Ça, c'est dans les gens qui sont passés par l'École nationale de l'humour. Oui, c'est ça. Pour les profs, est-ce que vous avez ce souci-là d'avoir une plus grande diversité? Oui. Mais comme c'est relativement nouveau qu'il y a des praticiens, effectivement, issus de la diversité culturelle, bien, effectivement, il y a un petit délai avant que ça puisse, malheureusement, trouver écho. Venir enseigner. Mais des femmes, il y a Sonia Cordeau, qui travaille notamment avec les appendices, qui enseigne chez nous. Alors ça, oui, c'est ça, on a vraiment une préoccupation. Comme partout, ce souci-là, il est là en ce moment, d'avoir plus de femmes, plus de diversité. On va revenir au rôle. C'est intéressant parce que là, c'est un petit peu peut-être de la sociologie. On sort de la psychologie. Rivo Ramala qui demande le rôle social de l'humoriste. Où sont passés l'insolence du fou du roi, l'humoriste qui critique nos dirigeants. Est-ce que ça a évolué aussi dans toute cette évolution que... Bien, il y a eu, puis c'est sûr que la toile de fond sociopolitique va colorer aussi le style d'humour, de l'humour engagé qu'on a eu avec, au moment où, que ce soit du PQ ou autre, quand le projet nationaliste et tout, l'ensemble chanteurs, humoristes étaient tous engagés, bon, dans cette cause-là. Après ça, il y a eu toute l'espèce de... On parle beaucoup de la montée de l'absurde en réaction aux 2 référendums qui n'ont pas fonctionné, le retour sur soi-même, une espèce de repli individualiste, mais qui n'est pas juste dans le contenu humoristique, mais qui colore l'ensemble de la société, de ses citoyens et des individus. Et puis bon, il y a tout aussi, bon, évidemment, l'influence américaine du stand-up. Mais là, j'ai l'impression... puis effectivement, on a critiqué parce qu'en disant on rit des faibles puis on rit pas des puissants. Tu sais, c'est quelque chose qui revient souvent. Vrai, puis je pense aussi que c'est un focus qui est intéressant à remettre en place. Alors, je pense que ça se module un peu plus. Peut-être que je vais être hors d'ordre de Sophie André, mais je trouve qu'une chose qui est relativement nouvelle, c'est l'expression de la vulnérabilité chez les hommes. Ça, c'est un nouveau filon. Bien, je pense qu'il y a une ouverture, tu sais, l'espèce de, en tout cas, un peu cadenassé, qui peut avoir un regard aussi critique à l'extérieur de lui, mais il y a aujourd'hui une plus grande facilité dans l'introspection. Oui, c'est encore personnel, par exemple. Parce que oui, son rôle social... Mais pour moi, c'est social. Qu'un homme exprime sa vulnérabilité, pour moi, ça a une grande signification dans l'ouverture, dans une transparence et dans une capacité d'échange, éventuellement, et de réception. Si tu es capable de le sortir, tu vas probablement être plus sensible à le recevoir également. En tout cas, pour moi, je trouve que ça établit... Le psychologue est jamais loin. Toujours une... Mais, puis ouais, oui, je vous laisse aller parce que... Il y a des gens qui vous trouvent encore plus séduisante, blanche que rousse. Là, je vous donne des commentaires. Ah, ça, c'est drôle, oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est la pandémie, hein? C'est comme, voilà... c'est le senior cheveux, tu sais, mais je ne sais pas, là. La fille, c'est correct. Non, c'est magnifique. Je veux qu'on prenne le temps, parce que là, on parle beaucoup de cette École nationale de l'humour qui, en 33 ans, puis on le comprend, a évolué beaucoup, a contribué à construire des personnes. Sophie André, j'ai reçu l'Ordre du Canada. Bravo. Vous rendez-vous compte? Mais je pensais que vous alliez le dire. Mais là, non, je blague. Savez-vous, je le dis parce que pour moi, là, tu dis, oh, on a fait du chemin. OK.
C'était... Je me sens vraiment mal, là, je ne l'ai pas mentionné. Je niaise, mais je le dis, puis j'ose le dire, parce que... Mais vous n'avez pas une pine, quelque chose? Je me suis dit, est-ce que je la porte? Je la porte pas. Puis là, j'ai décidé de pas la porter, mais j'en parle, pas plus fin. Mais donc, c'est important, cette reconnaissance-là. Ben oui, parce que quand... Oui, c'est de dire, puis c'est particulier, c'est une reconnaissance. C'est quelque chose. À l'échelle du Canada, tu sais, c'est... Oui, c'est important. Puis je le dis parce que j'en parle toujours, encore là, avec beaucoup d'émotion, comment j'étais énorme cette journée-là, puis j'étais une poupée russe qui... Non, mais quand j'ai reçu ça, j'avais les 500 diplômés. Ah, oui. J'étais les 500 diplômés. J'étais les profs praticiens de l'école. Tu sais, tu dis oui, on a fait quelque chose de beau, puis quelque chose de sensible. Puis que, donc, vous l'acceptez pour la communauté qui a Absolument. permis non seulement la naissance, mais l'évolution et la pertinence toujours de cette école-là. Dans les prochaines étapes pour faire place à l'humour et à la valorisation de l'humour, il y a peut-être le monde universitaire. Ici. Il y a quelqu'un ici, je pense que c'est Mme Morancy, qui plutôt a demandé à quand une chaire de recherche interdisciplinaire. Oui, c'est ça. Je racontais à Sophie André que j'ai reçu le prix Reconnaissance en 2010, puis je disais que j'aimerais ça faire partie d'eux, mais en tout cas, j'avais pas... Mais il y a des gens qui y pensent. Mais il y a ça, puis je vais oser, parce que je regarde l'heure, vous dire... Moi, l'idée aussi de continuer à apprendre, je suis retournée à l'école, j'ai fait un MBA pour... Voilà. Et là, c'est l'humour en entreprise. C'est ça, c'est l'humour en entreprise. Puis je trouve ça fascinant. Puis ça a débuté des interventions en entreprise parce que les entreprises nous ont sollicités, parce qu'il y a des gros problèmes d'enjeux d'attraction, de rétention de personnel. Puis on revient beaucoup à la notion aussi d'engagement, de motivation des personnes en entreprise. Puis aujourd'hui, les gens qui ne se sentent pas respectés en entreprise, les jeunes, je parle des systèmes motivationnels des jeunes générations, ils sacent leur camp. J'appelle ça presque une impatience programmée. Non, mais si tu n'es pas stimulant, si tu ne reconnais pas la richesse que je peux apporter à ton entreprise, si tu n'es pas bienveillant, j'allais dire, ou vigilant sur un cadre sain, tu as un climat sain à l'intérieur de l'entreprise. Moi, Puis aujourd'hui, nous, si j'avais à le résumer en une phrase, on présente l'humour comme vecteur d'humanisation des milieux de travail au service de la qualité relationnelle et de la qualité communicationnelle. Donc, l'humour en entreprise, c'est pas comme quelque chose qu'on rajoute, un petit extra, un petit peu de sauce qui rend... Tout à coup, ça prend une signification, puis ça rejoint les valeurs même de l'école. Okay. Dans le bien-être qui devrait exister, puis la vigilance par rapport au bien-être des humains qui sont dans l'entreprise. Puis je finis par dire que, comme une école, les entreprises, on devrait être des lieux d'évolution. Et comment on fait évoluer les humains. Puis plus on va les faire évoluer, plus ils vont être engagés, puis plus ils vont être motivés. Puis ça, la recherche à travers la planète, Humor in Management, Humor in Leadership, Humor in Workplace, je veux dire, ils mettent sous la loupe. Oui. Alors, ça revient aux Humor Studies, aux études, puis que vivement, effectivement, que notre milieu universitaire soit plus ouvert et qu'on crée vraiment officiellement une chaire sur l'humour, puis qui est transdisciplinaire. Oui, parce que là, on a parlé de psychologie, de sociologie, on peut parler de philosophie aussi, de différentes disciplines qui peuvent se servir ou étudier l'humour comme objet ou comme sujet absolument. de recherche. Mais là, vous parlez aussi de gestion des ressources humaines puis d'administration. Les chercheurs, c'est magnifique, là. Ils vont une approche pour caractériser la dynamique d'une équipe. Ils vont faire constituer leur corpus à partir de l'humour qui circule dans l'équipe, puis ils vont être en mesure de diagnostiquer la qualité relationnelle dans l'équipe. Puis là, on parle, effectivement, autant l'humour peut être affiliatif, va créer la cohésion de l'équipe, tu sais, le rire ensemble au service du vivre ensemble, autant, effectivement, il y a le côté sombre de la force. Alors, ça, c'est fascinant. Puis là, je suis en lien avec des gens, des actuaires, de tellement de milieux. Je suis venue à l'UQAM aussi, Canadian Tire. C'est fou. Non, mais la quête actuelle pour ramener, effectivement, humaniser les milieux de travail puis générer
un meilleur bien-être. Et ça, l'humour, bien, en tout cas, on le comprend. Puis ce que je comprends, par exemple, vous avez parlé du besoin de transmission, mais c'est plus que ça. Puis ça, c'est le C dans mon AOC Constance. Depuis tantôt, on est sur la durée, sur l'évolution, sur le fait de, pour pouvoir durer comme ça, il faut garder une curiosité, il faut garder une énergie, comme vous Mais le la faites. transmission, il faut être conscient de l'autre, supposément le récepteur, mais il est aussi important pour moi-même. C'est jamais à sens unique. Puis il faut valoriser les deux sens, puis la réciprocité. Puis souvent, on parle de mutualisme, on parle de... Je trouve ça... C'est aussi dans la transmission, c'est de l'écoute, puis de savoir qu'on peut apprendre de l'autre. Est-ce que l'École nationale de l'humour va intégrer ce nouveau volet-là? Parce que là, l'École nationale de l'humour, ça forme des professionnels de l'humour. Mais est-ce que ces professionnels de l'humour-là, éventuellement, seront des professionnels qui vont agir en entreprise, qui n'ont peut-être pas le profil du performeur? Absolument. C'est ça qu'on est en train de mieux structurer actuellement. On travaille beaucoup. Mon Dieu, je regarde là. On travaille beaucoup aussi. C'est ma job, c'est pas grave. Non, je le sais, mais on travaille en francisation. Vous rendez-vous compte? Tu sais, quand on parle de l'impact social puis de l'utilisation de l'humour, puis on revient aussi à la proximité des humains l'un envers l'autre. Puis à travers le ludique, on est capable aussi de s'engager dans un apprentissage et puis dans une prise de parole qui peut être ou anecdotique. Puis on travaille aussi avec les adolescents dans des commissions scolaires, dans des milieux, dans des écoles multiculturelles et de favoriser cette prise de parole-là où les gens vont faire état. Notamment, c'est des deuxièmes générations du clash qu'ils ont avec leurs parents, qui sont les premiers. Ah oui. Fait que c'est des sujets comme ça, mais avec une certaine distanciation émotive pour pouvoir traiter de ces sujets-là puis les partager. Non, n'est-ce pas extraordinaire? C'était moi, en tout cas, depuis tantôt, j'ai rien qu'envie de m'inscrire à l'École nationale de l'humour. Il me semble que je serais meilleure après ça. Je serais une meilleure personne, meilleure citoyenne. Et c'est là qu'on verrait, c'est là qu'on voit, en fait, toute la richesse de tout ça. Puis c'est une richesse que vous avez beaucoup contribué, Louise Richer, à nous faire connaître, que vous continuez à faire. On le sent, là, vous portez votre flambeau. Là, vous êtes dans les entreprises, mais chez Canadian Tire. Puis travailler avec des jeunes, puis travailler aussi, tu sais, en tout cas... C'est toujours, je pense que c'est la première fois qu'on se rencontre et qu'on fait une entrevue. Je dis que c'est toujours intéressant. C'est intéressant de vous rencontrer, Louise Richer. Louise Richer, donc, fondatrice, directrice générale de l'École nationale de l'humour. Ordre du Canada, officiellement, pris reconnaissance de l'UQAM, donc quelqu'un qui a non seulement marqué, mais qui continue de marquer la société dans laquelle on évolue. Donc, vous êtes la dernière de ces entretiens des classes des originaux avec les femmes qui font bouger les choses. Puis comme je le disais au début, vous n'avez pas juste fait bouger quelque chose, vous avez carrément construit, presque brique par brique. Oui, c'est une belle image, oui. Mais je n'étais pas toute seule. Je suis pas toute seule. Non, avec... tous les gens avec qui vous avez reçu l'Ordre du Canada. Oui, puis généreux, puis... Et qui vont poursuivre aussi. Absolument. Parce que j'ai pas l'impression que vous allez arrêter tout de suite, en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être dans les camps. On s'en parle. D'accord, il y a sûrement un champ qui a plein d'énergie encore. Alors, ça clôt la série de ces entretiens des classes des originaux de l'UQAM dans le cadre de cette grande campagne de financement. Mais ça clôt seulement la série sur les femmes qui font bouger les choses. Parce que ça va se poursuivre avec 3 nouveaux entretiens que je vais encore avoir le plaisir d'animer, ou presque, vous allez voir pourquoi. On va parler de sciences, de parcours et de trajectoire en sciences maintenant. Alors, ce sont 2 personnes, les 2 premières, Pauline Gagnon, qui est une physicienne qui travaille sur la physique des particules, mais pour qui la science lui a permis d'être un éveil citoyen aussi sur, par exemple, la place des femmes et des personnes de LGBTQ en sciences. Donc, intéressant de ce côté-là. Il y aura Scott McKay aussi, ça c'est le 16 février, 16 mars, Scott McKay, qui est étudiant en sciences puis qui s'est retrouvé en politique, parce que lui, c'était la chimie de l'eau qui l'intéressait, l'épuration des eaux, mais finalement, il s'est retrouvé à aller protéger l'eau au niveau politique, un petit peu plus... Et puis, la 3e personne qui va être interviewée, là, ça va être moi, fait que je ne peux pas vous dire trop, parce que moi, je n'ai pas un parcours en sciences, mais mon parcours m'a mené aux sciences avec l'animation d'une émission de culture scientifique. Alors ça, c'est la prochaine série. Donc, continuez de vous inscrire, continuez de venir voir ces classes des originaux. Louise Richer, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie André, au plaisir. Merci infiniment. C'est vrai qu'il faut s'arrêter parce qu'il y a un couvre-feu. Tout le monde ici, à qui on dit merci d'ailleurs, soit chez eux à temps. Et puis, on se retrouve bientôt, puis on se retrouve éventuellement. Merci. Au plaisir. Merci infiniment.